Merci à tous d'être présents pour cet atelier où nous allons parler des transitions alimentaires. Et on a envie, chez LinkUp, on avait envie de montrer que c'était une opportunité pour tous les acteurs de l'alimentation, un sujet dont on parle beaucoup. Et puis, vous verrez qu'au travers des témoignages des intervenants, donc Hélène Frey, qui est directrice marketing du groupe InVivo, et également Olivier Hans, qui est responsable RSE du groupe Tereos, eh bien, ces transitions alimentaires de l'amont à l'aval, elles sont en action, et c'est ce qu'on va essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc rapidement, LinkUp, donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on existe depuis 14 ans, on est une entreprise de conseil qui accompagnons les entreprises sur leur chemin à la fois d'engagement sur la RSE et également sur leurs engagements aujourd'hui plus largement, puisque on a tendance à considérer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur la RSE, mais qu'aujourd'hui, on est vraiment dans cette bascule vers la contribution des entreprises, le fait de révéler leur utilité et d'apporter une forme d'utilité aussi à la fois aux citoyens et aux consommateurs. Donc, évidemment, nous sommes certifiés Bicorp, entreprise à mission, et également au Crédit Impôt Recherche, puisque nous sommes aussi assez spécialisés sur les sujets des changements de comportement et notamment sur lesquels nous intervenons dans les territoires. Les trois dimensions, très rapidement, que nous articulons, à la fois le sujet de l'engagement, comment co-construire pour définir des engagements ambitieux, une nouvelle étape de l'engagement des entreprises, et également un peu reconnecter cet engagement avec le business. Vous savez, ce soir, il y a le Grand Prix de la RSM, le Grand Prix de la responsabilité sociétale des entreprises, auquel vous êtes tous conviés si vous le souhaitez. Ce Grand Prix, il a été créé il y a 5 ans avec ProDurable pour récompenser les entreprises qui étaient capables d'intégrer aussi jusqu'au bout de l'histoire, c'est-à-dire jusque dans leur marketing, une contribution au développement durable en engageant aussi leurs consommateurs. Tout ça, ça se raconte avec le juste récit. Et enfin, donc, je vous parlais d'agir sur les comportements, qui est aussi notre sujet chez LinkUp. Alors, pour revenir à notre sujet de conférence aujourd'hui sur la transition alimentaire, de quoi parle-t-on? Puisque, en général, parfois, chez certains interlocuteurs, on me dit « mais la transition alimentaire, c'est manger végétal ». Ou la transition alimentaire, c'est vraiment au niveau de l'amont, ça concerne surtout le monde agricole et les agriculteurs. Alors, j'ai trouvé cette définition, il y en a plein des définitions, il y a la définition de la FAO, il y a vraiment beaucoup de définitions, mais qui en général englobent ces différentes dimensions. Et celle-ci, qui a été définie par l'École normale supérieure de Lyon, je la trouvais intéressante parce qu'on y voit que c'est à la fois l'impact environnemental avec limiter le gaspillage, mais un travail aussi sur l'agriculture durable, la végétalisation, la santé, intégrer les besoins nutritionnels et pas que la végétalisation de l'alimentation, je vais y revenir un peu plus loin, le bien-être, la naturalité, l'impact sociétal aussi des entreprises, donc une définition beaucoup plus large. On n'est pas juste sur les moyens de production ou ce qu'on pourrait concerner, ce qui concerne peut-être le scope 1, 2 et 3 des entreprises qui s'engagent sur le sujet de baisser leur empreinte carbone. On intègre aussi le bien-être animal, souvent dans ces transitions alimentaires, en tout cas une consommation aussi à la fois responsable et intégrant les sujets du bien-être animal. Et puis, un autre élément qu'on a trouvé et qu'on trouve intéressant, je trouve intéressant personnellement, justement ce côté de personnalisation, comment se servir aussi de la digitalisation, peut-être pour mieux impliquer le consommateur qui a aussi un rôle à jouer dans ces transitions. Alors, à titre d'introduction, puisque vous allez voir les présentations des deux intervenants qui vont vous parler de leur démarche sont très complètes, moi, je voulais vous parler de l'assiette durable et du Eat Lancet. Le Eat Lancet, c'est un groupe de travail international, un peu qui se veut être comme le GIEC, qui est co-présidé par Walter Willett. Alors, Walter Willett, c'est quelqu'un qui est très engagé dans le végétarisme, etc. Et il avait fait un premier Eat Lancet en excluant beaucoup les produits carnés. Et en fait, on s'est aperçu que si on rentre toutes les dimensions de l'alimentation durable et de cette nécessaire transition, eh bien, il a revu sa position, puisque en fait, le premier Eat Lancet avait été assez critiqué, et en intégrant toutes les dimensions, pas seulement les dimensions environnementales, mais aussi la dimension nutritionnelle, la dimension culturelle, les dimensions populationnelles aussi au niveau global, au niveau mondial, pour revoir les objectifs du Eat Lancet, pour aller vers des futurs alimentaires durables, équitables, aussi l'équité dans les moyens de production, voire même
la correspondance ou la nécessité d'avoir des process agricoles ou des cultures complémentaires. Alors bien sûr, on nous impose et on nous oppose, et c'est une réalité, hein, l'empreinte carbone que l'on peut avoir, donc vous voyez, au 100 grammes en fonction des produits. Et évidemment, très souvent, la viande de bœuf, par ses éléments et ses critères, est très ciblée, bœuf ou d'agneau. Et avec des plats sans viande qui sont tout aussi bons pour la santé et qui sont possibles. Mais on remarque déjà qu'à droite, vous voyez que pour avoir... et je ne fais pas un panégyrique de la viande de bœuf, mais il faut quand même se rendre compte que passer à une alimentation végétale, c'est très complexe, puisque, par exemple, il faut 215 grammes de tofu pour avoir une équivalence à peu près avec 110 grammes de viande de bœuf ou de viande tout court. Et donc le Eat Lancet, qui a intégré toutes ces dimensions, et vous allez voir pourquoi il y a ces deux images, eh bien, il y a eu une révision pour réintégrer les produits carnés dans les recommandations pour atteindre les objectifs d'alimentation durable à 2050. Donc vous le voyez, c'est ce que je mets à peu près égal, il n'y a pas eu une augmentation, on est à peu près à 100 grammes de recommandés, mais bien sûr, ces modèles intègrent des gens qui ne vont pas souhaiter consommer des produits carnés, des gens qui vont souhaiter consommer des produits carnés. On y voit la viande de bœuf, on y voit le porc, on y voit le poulet, on y voit donc bien sûr aussi le poisson. Donc dans les perspectives à terme, et c'est pourquoi je vous parle de tout ça, parce qu'en fait, ce sont des données très complexes, la transition alimentaire. Et arriver à travailler sur une transition alimentaire, c'est vraiment intégrer l'ensemble de ces dimensions, et même des protagonistes qui étaient a priori plutôt à vouloir démontrer qu'on pouvait, pour le monde entier, manger tout végétal, eh bien, il y a une reconnaissance de ces protéines. Et pourquoi j'ai mis une vache qui broute au pré parce que ces modèles-là n'intègrent et sont plutôt fondés sur des modèles d'évaluation des impacts, notamment carbone ou méthane, des animaux qui sont élevés dans des élevages plutôt intensifs. Et donc, on peut voir que, par exemple, lorsqu'une vache ou un agneau, etc., va dans les prairies. 50% des surfaces agricoles utiles en France sont des prairies. Donc voilà, on est obligé d'intégrer ces différentes dimensions. Et certes, de baisser dans les pays très développés une consommation pour aller sans doute vers une consommation plus qualitative, mais en même temps de regarder toutes les dimensions. Et toutes ces dimensions, c'est vraiment l'enjeu de cette transition alimentaire, d'intégrer dans l'agriculture le transport, la transformation 1 et 2, pré-transport, on va aller ensuite un peu plus loin jusqu'au consommateur, tous les objectifs de durabilité de la production. Donc on n'est pas que sur le carbone dans cette transition, on est sur la prise en compte de tous les impacts, l'impact sur l'eau, sur la biodiversité, l'impact sur les territoires, l'impact sur les communautés, les cultures, les savoir-faire. Donc travailler avec l'ensemble de ces dimensions, et ce, jusqu'au consommateur, pour pouvoir, au niveau du consommateur, intégrer finalement dans ce mouvement, puisque les démarches que vous allez voir et qui vont être présentées ne pourront fonctionner que si finalement la valeur créée et donc peut-être le coût de la production à l'amont, le coût des transitions et des changements tout au long de la chaîne de valeur puisse être partagé avec l'ensemble des acteurs. Donc peut-être qu'on pourra en parler lors du débat, mais cette dimension qui est de vraiment intégrer l'ensemble de la chaîne, elle va devenir de plus en plus prégnante. Vous savez que sur la nutrition, il y a déjà un instrument qu'on le trouve adapté ou pas adapté. Il y a un instrument qui s'appelle donc le Nutri-Score, qui est aujourd'hui très reconnu des consommateurs. Bientôt, on aura un Planet Score ou un Eco-Score, des informations aussi sur les modes de production. Donc, on a vraiment besoin d'intégrer toute la chaîne et également que chacun prenne sa part. Ce n'est pas seulement l'amont ou l'aval en changeant ses habitudes alimentaires et ses modes de vie, mais c'est aussi et ce sont aussi l'ensemble des acteurs. Et comme vous le voyez, dans cette étude de GfK Sustainable Index 2022, eh bien, il était dit, alors c'est un chiffre très important et c'est un chiffre très déclaratif, mais d'autres études le montrent, les gens s'intéressent et ont envie de savoir de plus en plus comment sont élaborés, et pas seulement les consommateurs de produits issus de l'agriculture biologique, comment sont élaborés leurs produits et qu'est-ce qui se passe dans les chaînes de valeur. Et c'est sans doute des exemples qu'on va voir tout de suite, avec le premier exemple sur la transition alimentaire et l'engagement du groupe Tereos, de la coopérative Tereos. Et je vais passer la parole à Olivier Hans. Merci Sandrine. Donc, on est ravis avec mes collègues chez Tereos de partager avec vous cette actualité, ces quelques mois de travaux
sur ces sujets-là. Donc, je me présente, je suis Olivier Hans, responsable RSE chez Tereos, et je parle de Tereos en quelques mots. Donc, la transition alimentaire, une opportunité évidemment, et on va vous expliquer comment on le perçoit au sein du groupe Tereos. Juste en bref, Tereos, c'est une coopérative qui est commencée par une petite coopérative créée en 1932, qui aujourd'hui est détenue par plus de 11 000 agriculteurs, avec 7 matières premières végétales qui sont transformées pour un total de 41 millions de tonnes par an. Vous les voyez, hein, on est sur la betterave, sur le blé, la canne à sucre, la pomme de terre, etc. Et donc on a à peu près 15 000 collaborateurs qui nous aident au quotidien à transformer ces matières premières. Donc à partir de ces matières premières, on peut ainsi avoir une gamme de produits très large, puisqu'on va des produits sucrants, du sucre, en passant par les alcools, les fibres alimentaires, l'amidon, et aussi les protéines végétales, puisque dans les matières premières qu'on transforme, on arrive à extraire maintenant ces protéines végétales pour rejoindre le sujet précédent, qui est de décarboner aussi nos assiettes. Et en fait, l'ensemble de ces produits permettent d'adresser là aussi un scope assez large de marché, puisque, bien sûr, en priorité, on adresse l'alimentation, mais on peut être présent aussi sur les énergies, les biocarburants, la nutrition animale, la chimie verte. Et parmi les quelques marques appréciées, en tout cas connues en France, on peut citer Béguincet ou La Perruche, qui est présent dans plus de 50 pays dans le monde. Donc Tereos a une démarche RSE, comme nombreuses grandes entreprises maintenant, et elle est fondée sur 5 piliers. Je la présente rapidement parce qu'en fait, c'est complètement lié au sujet. La RSE corporate, c'est une première approche, c'est bien, ça permet de fixer des objectifs, là en l'occurrence à l'horizon 2030, assez ambitieux. Et ensuite, on voit qu'on a besoin de la chaîne de valeur pour exécuter, pour réaliser ces objectifs. Donc rapidement, je cite l'agriculture durable avec notamment plus de 90% des matières premières qui devront être certifiées durables. On peut citer un travail plus exploratoire en pilier 2 sur la biodiversité. Effectivement, on parle beaucoup de carbone, mais la biodiversité doit aussi intégrer cette préoccupation-là dans la chaîne de valeur. Un engagement très structurant, et c'est ce qui va être le cœur de cette présentation, autour du climat. Pourquoi ? Parce que le traceur carbone reste quand même aujourd'hui le plus mature et donc permet de commencer à construire des modèles. Sandrine a parlé de changement de modèle, je crois que c'est la définition de Ulm, enfin non, de Lyon, le NES Lyon. Et c'est vrai qu'on y est, et pour ça, il faut créer des conditions de confiance et donc que les règles soient écrites. Donc nous sommes engagés à être net zéro émission à l'horizon 2050 avec un palier à moins 50% en 2032. Réduction évidemment des consommations d'eau, bref, je passe rapidement. Et la consommation responsable, puisque tout ça ne pourra pas se faire sans nos clients. Et donc il faut être à l'écoute de leurs attentes. La plupart sont déjà engagés également net zéro ou avec un approvisionnement en agriculture durable ou régénératrice, en lien évidemment avec les territoires et le développement des collaborateurs. Donc je reviens sur la question de la chaîne de valeur. Finalement, l'intérêt d'un bilan carbone, c'est qu'il s'adresse d'emblée, il a une lecture d'emblée qui est orientée système, avec une lecture de la chaîne de valeur dans son ensemble. Jusqu'à présent, les sociétés s'exprimaient souvent et surtout sur leur site, hein, donc ce qu'on appelle le scope 1 et 2, c'est vraiment les émissions liées à nos opérations industrielles. Mais la dernière version, notamment de SBTI, et donc, qui est quand même un consortium d'ONG de référence autour du budget carbone mondial, nous invite, depuis l'année dernière, à d'emblée intégrer le scope 3, et en particulier avec SBTI FLAG, Forest Land Agriculture, le scope 3 agricole. Et donc, on voit qu'on a ici, avec l'engagement climat Tereos dans SBTI FLAG, une opportunité unique, finalement, d'intégrer les facteurs climat, biodiversité et durabilité au sens large dans la chaîne de valeur. On va expliquer comment. En fait, sachant que le plan de décarbonation qui correspond derrière à quelque part la réalisation de cette feuille de route implique, notamment sur le scope 1 et 2, de réduire de 50% les émissions, puis moins 90% à minimum à l'horizon 2050. Ça passe, face à ce changement climatique, il faut agir vite par un investissement donc, de 500 millions d'euros dans les 8 prochaines années pour complètement décarboner les sites industriels. Et on voit que ça ne fait pas tout, puisqu'on a, comme le schéma précédent l'expliquait, un scope 3 plus large. Je parle assez peu de fret, mais le fret fait évidemment partie
ou l'achat ou les transports des salariés, bien sûr, de la démarche. Mais rapidement, on arrive sur les questions d'agriculture. Pour nos clients, en général, un bilan carbone, c'est entre 80 et 90% des émissions qui sont liées à leurs matières premières. Et donc, il fallait adresser ce sujet. FLAG nous en offre l'opportunité pour pouvoir échanger avec nos clients, pour pouvoir échanger aussi avec nos agriculteurs. C'est pour ça que ça va passer vers la promotion et le financement de l'agriculture régénératrice, en particulier, on va dire bas carbone également, puisque, comme je l'expliquais, c'est vraiment le traceur carbone qui va être le squelette qui va nous permettre de construire ce modèle économique. Juste pour revenir rapidement sur l'agriculture régénératrice, ce sont des pratiques qui sont... le concept fait consensus, on va dire, auprès des marchés, auprès des clients. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire que quand on se parle du sujet, on se comprend. Après, il faut évidemment qu'il y ait une réalisation opérationnelle dans les champs. Là, les pratiques sont assez connues et bien documentées. On pourra citer des labels comme HVE, label bas carbone, et maintenant des standards internationaux comme SAI qui commencent à standardiser, à sortir des premiers référentiels sur l'agriculture régénératrice. On parle évidemment de réduction des intrants au sens large, en particulier de la fertilisation, l'introduction de plantes légumineuses qui vont capter l'azote de l'air pour le fixer dans le sol pour la prochaine culture. La consommation des carburants, évidemment, doit réduire. Ça passe par exemple par des pratiques comme le semi-direct, l'absence de labour, et évidemment le sol qui a un potentiel de puits carbone qu'on estime en France entre 1 et 3 millions de tonnes de CO2 par an. Et à chaque fois que vous apportez du carbone dans le sol, vous créez également de la résilience puisque vous stockez de l'eau ou vous favorisez donc ce qu'on appelle une biodiversité fonctionnelle qui, quelque part, remplace le rôle des produits phytosanitaires. Et enfin, la biodiversité au sens large, puisque, un peu rejoint le même exemple de ce que je citais précédemment, évidemment, les surfaces d'intérêt comme les haies, les bandes fleuries, vont apporter finalement un vivier d'espèces qui vont aider l'agriculture à devenir plus résiliente. Et donc, pour réaliser finalement ce modèle, il a fallu revoir la façon de travailler et en particulier en s'intéressant plutôt directement à l'agronomie et à la science, plutôt qu'à un cahier des charges avec des bonnes pratiques à appliquer. Bon, ça, ce sont des démarches filières assez classiques finalement. Donc, c'est pour ça que le programme, Tereos a rejoint le programme Transition qui a été initié par le groupe Vivesia. Et dans ce programme, en rejoignant ce programme, finalement, l'objectif de Tereos est de changer d'échelle en intégrant massivement les pratiques agroécologiques auprès de ces agriculteurs, qui sont aussi les principaux entrepreneurs de la transition. Simplement, il était nécessaire de dérisquer ces pratiques, puisque je rappelle que l'agriculture représentant un peu moins de 2% du PIB, évidemment, il n'est pas envisageable de laisser tout le risque, puisque sur la transition, on peut avoir des fois, bien sûr, des pertes de rendement ou des investissements réalisés. Il est important d'avoir une lecture très claire du sujet et de soutenir, donc économiquement et techniquement, ces agriculteurs entrepreneurs qui vont vers cette transition. Donc, c'est pour ça que 4 grands principes le régissent. Bien sûr, apporter un jeu de pratique qui soit compatible avec la science, avec ce que nous dit la science, un soutien financier, technique, et puis, Sandrine parlait de numérique, évidemment, il faut une transparence, il faut créer les conditions de la confiance sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'évidemment, ces pratiques, comme je le disais, elles ont un coût. Dès lors qu'on parle de coût, il faut aussi remonter les performances associées, il faut pouvoir le communiquer à nos clients, qui eux-mêmes pourront d'ailleurs le valoriser, soit dans leur propre démarche RSE, ou bien auprès de leurs clients, puisque ça correspond à une attente sociétale forte. Donc vous l'avez compris, le programme Transition, c'est un changement d'échelle. On est très enthousiaste à l'idée de se dire que, bien sûr, de nombreux projets pilotes ont été menés ces dernières années sur l'agriculture régénératrice, mais avec ce programme, l'objectif, c'est vraiment d'agir vite. Merci pour votre attention. Et donc, peut-être, on aura des questions à la fin, mais peut-être une ou deux questions à Olivier tout de suite. Il y a une question dans la salle, donc si vous voulez bien parler fort ou alors venir au micro. Très bien. Ah ben voilà une jeune femme qui vous apporte. Oui, bonjour.
Une question par rapport aux consommateurs et à la valorisation des méthodes agricoles durables, vous les appelez comme ça. Comment, en fait, vous faites la promotion de cette démarche auprès des consommateurs finaux? Est-ce que vous réfléchissez à des labels, ce genre de choses? Oui, alors ça effectivement, alors c'est aussi et surtout, je dirais le travail de nos clients, puisqu'en fait l'activité B2C, hein, comme on dit, c'est-à-dire plutôt orientée vers les consommateurs finaux, reste essentiellement centrée sur nos marques Béguincet, La Perruche. Et là, il faudra poser la question à LinkUp sur comment ils accompagneront notre marque nos marques sur ces sujets-là. Néanmoins, bon, sans faire de boutade, déjà sur l'ensemble des activités, en fait, on considère que fournir une donnée fiable et sincère, un peu sur le principe de ce qu'on voit sur la communication extra-financière au sens large, c'est une première approche. Après, c'est vraiment un travail de marketing, par rapport au positionnement de chaque marque, de voir ce qu'elle souhaite augmenter ou mettre en avant. En tout cas, à minima, ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, on a ici un socle agronomique qui nous permet ensuite, finalement, de transférer un jeu de données sur un certain nombre de thématiques. On l'a cité, hein, le carbone, la biodiversité, le sol, et ensuite charge à chaque support ou marque de l'exploiter. Une autre question? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, parce que je crois qu'on va parler un peu de consommateurs aussi avec la présentation d'Hélène, et on va avoir du temps en fait pour débattre et par rapport aux présentations ou plus largement des questions que vous vous posez sur le sujet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais enchaîner sur la thématique de la transition alimentaire et effectivement, je vais aller détailler le point de notre démarche de filière durable au sein du groupe InVivo, qui est une société à mission et qui effectivement a une vocation interne, mais surtout externe, pour pouvoir en fait cibler l'ensemble des parties prenantes et d'accélérer la transition agricole et écologique. Donc, on va parler effectivement de consommateurs parce qu'au sein du groupe InVivo, on a cette maîtrise depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et en fait, la démarche de filière durable Semons du Sens permet vraiment d'être au cœur des ambitions du groupe. Donc des ambitions de décarbonation, on les a tous, des ambitions donc sociétales, environnementales, et comme je vous le disais, donc InVivo société à mission avec une raison d'être. Et la démarche Semons du Sens matérialise la trajectoire de nos engagements RSE. L'idée, c'est vraiment de pouvoir accélérer cette transition agricole et alimentaire, de concrétiser son déploiement et notamment en aidant à son financement, quel que soit l'ensemble des parties prenantes, puisque c'est le consommateur est en bout de ligne, et donc vers un agrosystème qui soit résilient. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est que Semons du Sens? Donc démarche de filière durable, donc, qui est au cœur des enjeux environnementaux, sociétaux, de souveraineté alimentaire et aussi surtout des attentes du client et du consommateur pour des produits de qualité, des produits qu'on peut tous qualifier de bons, de sains, de porteurs de sens. Donc jusqu'à là, on voit qu'on va avoir plusieurs piliers qui vont pouvoir nous permettre d'avancer. Donc des piliers qui sont autour de l'origine, de la traçabilité des céréales, mais aussi d'autres potentielles cultures. On va être autour de l'environnement avec ces enjeux de carbone, de biodiversité, de vie du sol, de gestion de l'eau notamment, de naturalité. Par exemple, en blé, on va être autour d'une démarche tournée vers potentiellement le zéro résidu. Donc on propose à nos clients des blés sans traitement après récolte. On va être aussi sur la répartition de la valeur. Ça, je vais vraiment vous accentuer cet élément parce que sans répartition de la valeur, sans juste rémunération de l'ensemble des parties prenantes, il n'y a pas de transition agricole et alimentaire. Donc en fait, autour de cette démarche de filière durable Semons du Sens, tous acteurs que vous êtes, marques, distributeurs et autres, en fait, on a besoin de faire avancer, de faire accélérer cette transition. Et donc, l'idée de Semons du Sens, c'est d'initier des filières durables, de les développer, donc notamment en blé, en orge, aussi dans la vigne et potentiellement dans d'autres cultures, qu'a cité d'ailleurs par ailleurs, on peut être olivier. Donc, on est vraiment sur cette idée de multifilières. Et l'idée, donc, c'est d'avoir des filières qui sont créatrices de valeur depuis l'agriculteur jusqu'au consommateur. Et donc, il ne faut pas oublier l'une des parties prenantes à ce niveau-là pour pouvoir accélérer cette transition dans le respect de l'environnement. Donc, je vous l'ai dit, carbone, biodiversité, vie du sol et eau notamment.
Donc c'est une démarche qui n'est pas seulement franco-française, mais aussi qui travaille notamment pour l'orge de brasserie au niveau international. Donc on embarque aujourd'hui près de 10 000 agriculteurs et l'idée c'est de pouvoir accompagner et valoriser ces pratiques culturelles, ces pratiques agricoles, depuis l'amont jusqu'à l'aval. La genèse de notre démarche est simple en fait, on est parti de conviction. On est tous certainement, alors moi je suis directrice marketing du groupe InVivo, j'ai certainement cette sensibilité développement durable, mais effectivement quand on est dans un groupe comme InVivo, on sait qu'on a une urgence en tant que consommateur aussi d'agir face à ce dérèglement climatique. Donc on a des impacts climatiques environnementaux et quand on est au contact avec les agriculteurs, on voit qu'il y a des vrais impacts agronomiques. Donc on a besoin d'avoir nos équipes du pôle agriculture qui sont organisées, qui accompagnent en fait les agriculteurs pour pouvoir relever ces challenges. Après aujourd'hui, en tant que consommateur, vous et moi, on est citoyens, on est de plus en plus consommateurs. Néanmoins, voilà, l'offre est plurielle, elle est diverse et comment peut-on faire pour pouvoir accélérer cette transition dans nos achats? Donc, on est soucieux des enjeux. Concrètement, il nous faut des offres, il vous faut des promesses et des engagements que vous devez retraduire dans vos produits qui montrent toute la traçabilité, toute la preuve qui est apportée depuis cet amont. Ce n'est pas juste de la compensation ou autre sujet. Donc, il faut être beaucoup plus concret et être tourné vers ces éléments phares qui motivent le client et le consommateur. Après, c'est vrai qu'on a là, entre guillemets, tout le rôle qui est joué par la finance verte, cette pression grandissante de la taxonomie et de la réglementation qui fait que de toute manière, il faut qu'on y aille. Donc, on a parlé SBTI, on a parlé de tous ces protocoles divers et variés. Donc, effectivement, tous ces éléments font que la démarche de filière durable, aujourd'hui, elle est prégnante et la priorité absolue, c'est de faire avancer ces enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'agriculture, c'est une solution. Souvent, elle a été vue comme une problématique. Effectivement, on a pu voir la petite vache dans les champs. Parfois, elle a été décriée, cette agriculture, mais aujourd'hui, c'est une vraie solution pour agir contre le réchauffement climatique, pour stocker du carbone, mais surtout pour intégrer tous les co-bénéfices. On peut parler carbone, mais il faut aussi parler biodiversité. Biodiversité du vivant, biodiversité du sol. Il faut qu'on parle de l'eau, il faut qu'on parle, pareil, de ces sols qui doivent être vivants. Donc l'agriculteur est un acteur majeur pour pouvoir réduire l'empreinte carbone et surtout générer des co-bénéfices et penser dans un écosystème global. Je vais vous prendre deux exemples, par exemple, d'analyse de cycle de vie. Alors on a pu en mener une, notamment en 2021, sur une baguette de tradition, Baguépi farine responsable, donc avec une farine durable, issue de la démarche Semons du Sens. Et on s'est rendu compte, même si une ACV unique, ça vous donne quand même des grands chiffres, 55% de l'empreinte carbone est due à l'amont agricole. Et parmi ces 55%, il y a 75% en gros qui sont liés à la fertilisation. Donc il faut vraiment qu'on agisse et que tous ici dans cette salle, nous agissions pour pouvoir innover, trouver des solutions et pouvoir contribuer à une agriculture plus durable. On a plusieurs types d'agriculture durable, on a plusieurs types d'agriculture qui se veulent résilientes. Donc il faut qu'on trouve les moyens d'embarquer les agriculteurs et pour pouvoir faire avancer ces éléments. Pareil, je prends l'exemple d'une bière, puisqu'on est dans le malt, avec malterie soufflée. Donc l'amont agricole, c'est le second poste d'émissions de gaz à effet de serre derrière le packaging. Donc voilà, on a des enjeux forts sur l'amont agricole. L'agriculture est une des solutions, mais il faut que l'ensemble des parties prenantes tout au long de la chaîne fonctionnent. Donc favoriser la transition agricole et alimentaire vers cet agrosystème résilient, c'est bien de trouver, de concevoir des solutions, des produits, des ingrédients, des services aussi, qui doivent être innovants et responsables, qui sont capables de faire avancer cette transition dans le respect du haut de la pyramide que je vous présenterai ensuite, c'est-à-dire pour essayer de viser une agriculture toujours plus résiliente et notamment régénératrice, mais qui soit au bénéfice des parties prenantes, notamment des agriculteurs, jusqu'aux consommateurs. Donc il va falloir contribuer à la réduction de l'empreinte carbone, travailler sur la fertilisation. Donc là, par exemple, chez InVivo, et avec la démarche Semons du Sens qui est donc innovante, qui est à l'avant-garde des thématiques de durabilité, on a pu travailler sur les premiers engrais verts, bas carbone. Et d'ailleurs, l'enseigne Louise dont je vous parlerai, l'enseigne boulangère Louise, a aujourd'hui déployé ses premiers engrais bas carbone pour pouvoir fertiliser une partie de ses blés. Et aujourd'hui,
dès cette récolte 2023, ce qui va lui permettre de produire plus de 3 millions de baguettes. Donc vous voyez ces engagements, comment ils peuvent, par rapport à la question qui a été proposée, ils peuvent se retrouver depuis cet amont jusqu'à le soutien de l'agriculture et de la transition agricole et alimentaire, jusqu'aux engagements et pas seulement de l'engagement financier RSE avec des chiffres qui sont obligatoires, mais on peut le retrouver dans les produits, on peut le retrouver en tout cas dans une manière de storytelling qui était forte. Donc carbone, mais la biodiversité n'est pas loin, alors on est peut-être parfois moins avancé, c'est très complexe de travailler sur la biodiversité, mais au sein du groupe InVivo, on avance sur ces travaux de biodiversité. L'idée aussi, c'est de régénérer les sols. Donc, il faut vraiment qu'on ait cet environnement global, agronomique et technique qui doit permettre de vous donner les atouts en tant que client pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants. Il faut aussi qu'on puisse préserver les ressources en eau, je l'ai dit, optimiser et réduire l'utilisation des intrants. Ça paraît normal. Mais derrière, c'est vraiment, ce que je vous disais, la répartition de la valeur, c'est de sécuriser les revenus des agriculteurs. Si l'agriculteur n'est pas sécurisé, la transition n'avancera pas. Les contraintes sont fortes, les pratiques sont vraiment sont exigeantes. On ne se rend pas compte. Moi, je sais quand je suis entrée au sein du groupe, je me disais, mais la farine, ok, la farine, c'est la même. Bon, alors, je suis marketeuse, donc pour moi, la farine n'est pas tout à fait identique, même si elle reste blanche. Mais à chaque fois, on a une récolte par an. Donc, il faut qu'on anticipe en fait ces challenges de transition agricole dès le départ. Et l'idée, c'est vraiment d'embarquer les agriculteurs, d'embarquer toutes les parties prenantes. L'idée, c'est de passer à l'échelle. On a pu travailler dans des démarches de pilote. Aujourd'hui, notamment avec la démarche Semons du Sens, on a un référentiel qui s'appelle Responsable, qui permet de massifier les pratiques, qui permet d'embarquer et donc justement de pouvoir accorder cette répartition de la valeur qui est nécessaire pour pouvoir adresser les enjeux de demain. On travaille avec des cahiers des charges qui sont structurants, qui sont exigeants, qui font qu'on a besoin d'un accompagnement au quotidien de l'agriculteur pour pouvoir faire évoluer ces pratiques. Et donc ces cahiers des charges, ils peuvent être de moyens, c'est-à-dire donc des obligations de moyens, mais aussi de résultats avec des indicateurs qui peuvent être mis en place. On peut combiner les deux. Donc derrière, c'est pour embarquer les agriculteurs, il y a plusieurs aussi solutions. On peut être sur des approches de mass balance, donc une partie des céréales, une partie de la récolte ou des cultures qui peuvent utiliser qui peuvent s'appuyer sur des éléments de durabilité. On peut aller jusqu'à une filière qui soit ségrégée, qui permettent des engagements beaucoup plus forts et beaucoup plus valorisés. Mais pour embarquer, pour avoir le plus d'agriculteurs avec nous aujourd'hui, quand on travaille sur du bas carbone, quand on travaille sur du régénératif ou autre, eh bien on a besoin effectivement de construire des modèles et de le construire avec le client. Et c'est ça toute la force de la démarche en fait, c'est d'être client-orienté en ayant toute cette maîtrise de la chaîne amont jusqu'à l'aval, depuis la semence jusqu'à la culture, de la collecte jusqu'à l'ingrédient, jusqu'au produit fini et pourquoi pas jusqu'à la distribution, selon les filières, et répondre aux besoins des consommateurs et donc via les demandes des clients. Donc derrière, quand on parle de pratiques agronomiques, je suis allée trop loin, donc on a cette expertise qui apporte la force de la maîtrise de Semons du Sens. Donc l'idée, c'est de pouvoir, par exemple, je vais prendre l'exemple, je vous parlais de l'analyse de cycle de vie, je vais la reprendre pour vous parler de la baguette bas carbone, qui est notre objectif aujourd'hui chez Louise. Pareil, chez Baguepi Farine Responsable. Baguepi Farine Responsable, en fait, on fournit avec Moulin Soufflé tout simplement des farines. Donc, mais je vais vous prendre l'exemple de Louise parce qu'il est assez intéressant aujourd'hui dans cette démarche de progrès, dans ces ambitions qu'on peut concrétiser au niveau de l'aval. Donc, il faut qu'on travaille au niveau de la fertilisation, on le sait. Premiers engrais bas carbone, on l'a vu. Plus de 3 millions de baguettes aujourd'hui qui vont pouvoir être déployées et mangées ou appréciées par les consommateurs. Il faut qu'on travaille en anticipant avec des plateformes d'expérimentation. Il faut qu'on anticipe aussi donc que c'est toute l'approche globale, digitale, agronomique, de réflexion, de connaître les pratiques des agriculteurs pour pouvoir les faire évoluer. Et notamment, on a des gros projets qui sont de rotation culturelle qui permettent en fait d'embarquer ces agriculteurs et pouvoir comprendre comment ils pourraient faire au niveau de son exploitation quand on est en blé, en orge, en colza ou autre culture. Donc il y a des éléments qui sont phares et il faut qu'on travaille de manière innovante à ce niveau-là.
Après, effectivement, il y a les parties prenantes. Donc, il va y avoir la collecte. Il va y avoir, par exemple, la meunerie. Au-delà du savoir-faire meunier et du savoir-faire boulanger, derrière, c'est ce que Louise pourra claimer. C'est effectivement des blés de qualité qui sont français, bien sûr, et montrer cette démarche de progrès en soutenant l'agriculture bas carbone. Derrière, il y a d'autres manières qui peuvent être aussi mises en avant. Quand vous avez une filière qui est tracée, qui est allotée concrètement, vous pouvez aussi blockchainer, et c'est l'exemple récent de la première filière orge responsable tracée en France, qui a été construite avec Malterie Soufflé Agriculture, donc, qui sont des entités phares du groupe InVivo, et Cronenbourg, au service de la marque engagée 1664. Donc là, ça a été l'immersion grâce à cette blockchain. Donc, quand vous dégustez votre bière 1664 blonde, vous avez un QR code qui vous permet de découvrir tout cet amont agricole et toutes les promesses et tous les engagements qui sont faits. Vous découvrez les bonnes pratiques culturelles qui sont mises en œuvre avec des ambassadeurs qui sont partenaires. Vous découvrez les process de fabrication parce qu'il faut être tout au long de la ligne. En fait, il faut avoir les bons blés, les bonnes farines et le bon produit fini. Il faut que tout connecte. On parlait de Eat Lancet. Voilà, on a aussi toute cette idée de gaspillage alimentaire. Il faut qu'on réfléchisse à un ensemble qui soit global pour pouvoir avoir les meilleurs produits et incarner cette transition agricole et alimentaire. Donc voilà, la blockchain, c'est un élément clé pour pouvoir apporter de la transparence, de la traçabilité et pouvoir donner en fait des preuves. Donc ça peut être il y a plusieurs solutions. Toutes les solutions, en fait, elles se co-construisent avec le client chez Semons du Sens. Donc, avec le métier qui est l'interlocuteur, le métier malterie, moulin, ou alors dans la vigne, potentiellement. En fait, voilà, c'est pour correspondre, avoir des offres qui permettent d'accompagner les pratiques culturelles et qui permettent de répondre à l'ensemble des besoins tout au long de la chaîne. Et on le voit, voilà, il faut innover. Il faut être présent au niveau de la réflexion agronomique, méthodologique, c'est très important, technique, technologique. Et en fait, c'est en ça que Semons du Sens peut être reconnu et apporte une maîtrise forte en étant une démarche inclusive de tous ces enjeux environnementaux et sociétaux, par extension. Et par extension aussi, on pourrait dire économique, parce le but, c'est qu'on puisse tous faire avancer la transition de manière viable. Voilà. Donc, promesses tangibles, proximité forte avec les partenaires agriculteurs et l'accompagnement pointu. Je pense que ça, c'est la force de démarche de filière durable telle qu'on peut l'incarner aujourd'hui au sein du groupe. Merci Hélène. Peut-être que vous avez questions ou des questions pour Hélène. Moi, je voulais juste dire, avant qu'on s'aperçoive aussi bien dans la présentation d'Olivier ou ce que vous venez de partager, Hélène, que c'est du temps long. C'est de la construction, c'est beaucoup d'efforts, cette transition et cette notion de temps long, hein, quand on voit avec des objectifs, bien sûr, à 2030, même à 2050, ne doit pas être toujours évident d'embarquer tout le monde sur ce temps long, à la fois les clients, le consommateur, pour lui dire que c'est en construction. Et au niveau des coopérateurs, est-ce que ce temps long, c'est quelque chose auquel est habitué l'agriculteur, le producteur? Ou c'est difficile de faire passer peut-être la question à tous les deux. D'abord, Hélène. Alors, je pense qu'effectivement, le temps est long, on le voit. On ne change pas les pratiques du jour au lendemain, notamment l'agriculture de régénération. Donc, aujourd'hui, il y a moins de 10% des agriculteurs français qui sont régénératifs purs. Donc, il y a des systèmes pour accompagner, pour mieux comprendre. On l'a dit, le cycle pour une farine, on a des récoltes tous les ans. Donc, pour faire évoluer, voilà, ça s'anticipe. Et effectivement, c'est ce qui permettra aussi le passage à l'échelle. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir des démarches qui permettent de massifier et qu'on soit tous conscients, donc depuis l'amont jusqu'au client, de l'importance du temps et aussi de pouvoir, parce que le client a besoin de se différencier, de pouvoir appuyer ces éléments de différenciation tout en faisant accélérer la transition agricole. Oui, juste pour compléter sur le temps long. Effectivement, on voit auprès de la réaction de nos coopérateurs, hein, qui sont nos dirigeants, nos élus. En fait, ils ont culturellement, dans leur gène, j'ai envie de dire, la préoccupation de céder en général leur ferme. Donc, ils l'inscrivent forcément dans le temps long. Et même si effectivement, on le sait, chaque récolte est différente, comme vous le disiez, Hélène.
Simplement, voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que ceux qui ont commencé il y a quelques dizaines d'années, enfin pas quelques dizaines d'années, en tout cas il y a peut-être 10-15 ans, ceux qui ont vraiment commencé ces pratiques-là, aujourd'hui sont les premiers témoins du fait que ça apporte, je voulais insister là-dessus, de la résilience. Alors même si, pour l'instant, effectivement, ce ne sont pas la majorité des agriculteurs qui sont engagés dans les démarches d'agriculture durable, régénératrice, le témoignage de ceux qui mettent en place ces pratiques depuis des années est très précieux pour accélérer cette démarche. Merci. Des questions dans la salle? Peut-être Hélène, si vous voulez nous rejoindre pour Madame. Personne ne vous apporte un micro. Ça Vous voulez bien vous présenter aussi? Oui, bonjour, Alice Le Saffre. Je travaille dans le secteur agroalimentaire aussi. Et je voulais parler d'équation économique, en fait, parce que embarquer les agriculteurs dans la transition, je pense que dans l'absolu, il y en a beaucoup qui ont envie de le faire. Et souvent, ce qui manque, c'est finalement la récompense économique de pouvoir bien vivre avec ces pratiques-là. On voit que le bio s'effondre. Parce que justement, il y a eu des labels intermédiaires qui ont émergé et qui finalement ont décrédibilisé un peu le bio ou en tout cas qui ont mis le consommateur dans la confusion totale. Et aujourd'hui, il me semble que les consommateurs n'ont pas encore pris conscience que cette transition, elle a un coût et qu'il faut qu'elle se retrouve en fait en bout de chaîne. Donc peut-être 2 questions là-dessus. C'est comment vous faites pour que cette transition elle soit pas au détriment de la survie des agriculteurs et plus spécifiquement comment est-ce que vous aidez le bio à survivre, parce que moi j'entends plus aujourd'hui des cas d'agriculteurs qui repassent au conventionnel plutôt que l'inverse. Enfin, c'est anecdotique peut-être en termes en termes quantitatifs, mais en tout cas ça existe. Peut-être Olivier. Écoutez, oui, je veux bien commencer si vous voulez. Sur ce sujet, effectivement, de la pérennité de l'agriculture, qui est clé, là, au risque de ne pas avoir été clair, mais c'est un programme où je parle pour transition, l'idée, c'est vraiment de soutenir complètement, c'est-à-dire d'absorber l'ensemble des coûts, des surcoûts liés à la transition agroécologique. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, madame, même si certains agriculteurs sont motivés pour le faire, pour autant, ça reste des entreprises et ils ne peuvent pas mettre en risque, au-delà d'un certain seuil, leur entreprise. Donc le postulat de départ, c'est que l'ensemble des surcoûts doivent être identifiés et pris en charge par la chaîne de valeur. Ensuite, vous avez raison de rappeler quand même que la chaîne de valeur, à la fin, il y a le consommateur. Donc il ne s'agit pas non plus d'envisager que les matières premières explosent en termes de prix. C'est certainement une des limites aussi du bio, hein, on l'a vu, hein, qui explique le ralentissement. Donc là, c'est là où il y a une vraie créativité. Donc déjà, chaque maillon doit prendre sa part. Donc il y a des industriels entre-temps. Et puis, quand je dis que Tereos va investir dans les 8 prochaines années 500 millions d'euros sur ces sites industriels, ils ne sont pas répercutés sur le produit. Par contre, sur l'agriculture, effectivement, il y a aussi une créativité à avoir, qui à mon avis n'est pas encore complètement mature, autour de l'ingénierie financière, c'est-à-dire lisser des surcoûts sur un temps beaucoup plus long que ce qu'il a été nécessaire pour transitionner pour une ferme, par exemple. Bref, il y a les assurances aussi qui aujourd'hui commencent à regarder les fermes qui ont des pratiques agroécologiques différemment et qui réduisent parfois leurs primes. Il a prêt à taux zéro, etc. Bon, on ne va pas tous les lister. Donc ça, c'est le premier point. Et après, juste sur le bio, je ne peux pas répondre à leur place sur comment le label bio va... mais il me semble quand même qu'à partir du moment où on est basé sur un socle agronomique qui se base finalement sur la science, il n'y a pas de souci particulier dans le sens où finalement toutes ces agricultures, et je crois que c'est Hélène qui le disait, à la fin se rejoignent. C'est-à-dire qu'on parle d'agriculture durable au sens large. Et le plus important, que ce soit bio, HVE, SAI, label bas carbone, que sais-je, c'est qu'il y a une performance nette. Et c'est ça que viendront chercher les clients et les chaînes de valeur, justement, les organismes financiers. C'est l'impact CO2, l'impact biodiversité, le sol, la consommation d'eau, entre autres. Je vais juste compléter les propos d'Olivier par rapport comment embarquer les agriculteurs. Donc effectivement, vous avez vu, il y a une sorte de pyramide. Donc plus vous montez, plus les exigences sont fortes en termes culturels.
Donc l'idée, c'est d'avoir en fait des primes filières qui sont donc dans cette approche de rémunération et de répartition de la valeur qui soit réellement travaillée. Donc les primes filières permettent de mettre en œuvre ces fameuses pratiques durables. Voilà. C'est une des solutions. Après, je complète aussi par rapport au long terme. Je pense que c'est important. C'est pas facile, effectivement, pour l'agriculture de se projeter en se disant dans 2 ans, dans 3 ans ou plus, parce que les récoltes sont la météo est complètement fluctuante. Néanmoins, le but de nos organisations, et en tout cas, c'est ce qu'on essaye de travailler au niveau de ce monde du sens, c'est de pouvoir travailler la visibilité avec éventuellement pourquoi pas des contrats, en tout cas, qui permettent de voir que les engagements peuvent être tenus. Et notamment dans la Horche responsable de 1664, eh bien voilà, c'est une démarche qui est du client, qui est forte et qui va se projeter sur les années jusqu'en 2026. Donc là, ça donne de l'engouement aussi pour les agriculteurs pour s'embarquer dans les démarches et la rejoindre et d'adapter leurs pratiques. Peut-être une dernière question pour respecter le timing. Voilà, madame qui lève la main là. Merci. Bonjour. On a beaucoup parlé de la transition des pratiques agricoles. Il y a un tropisme fort finalement dans le sujet de la transition alimentaire qui est porté sur ça. De mémoire, la filière céréalière et légumineuse en France, c'est 25% d'autonomie alimentaire. Et vous avez notamment parlé d'exportation. Comment cette question finalement du local, de l'autonomie des territoires, de la capacité à rapprocher les lieux de production et de consommation, vous l'intégrez aujourd'hui dans vos réflexions sur la transition des filières? Alors, pas facile parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas par exemple, je vais prendre la filière blé, tout le monde n'a pas des moulins sur l'ensemble du territoire. Néanmoins, on peut travailler avec, selon la localisation du client, on peut aussi envisager ce local. Par exemple, chez Moulin Soufflé, donc, on a des filières de farine qui s'appellent farine de nos régions. Donc, ils sont à moins de 150 km du moulin. Donc, on peut réfléchir à cette approche blé, par exemple moulin et ensuite produit fini. Moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est plutôt la transparence et la véracité par rapport aux engagements qui sont faits. Le local est important, ça on est tous d'accord et ça va permettre une vraie préférence de choix. Mais je trouve qu'aujourd'hui aussi la blockchain, quand on le met en avant pour retrouver les vraies pratiques agricoles, retrouver l'authenticité de la complexité qui est mise en jeu, je pense aussi que c'est un élément important. Après, regardez, ça reste un local parfois, effectivement, on peut avoir la bière 1664 est produite à partir de maltes qui sont autour de Strasbourg, donc sa région d'origine, le Grand Est. Mais par contre, on peut aussi déguster cette bière 1664 dans le sud-est de la France, c'est pareil pour un pain ou dans une enseigne boulangère. Mais voilà, l'idée, c'est de savoir en fait que tout est vrai aussi, il y a une véracité et travailler sur cette transparence des informations. Donc il y a local, mais aussi regarder au maximum ce qui peut être fait dans le storytelling qui peut être déployé. Merci. Je vais conclure. Je vous invite, on a beaucoup parlé de 1664 et Cronenbourg. Il y a une conférence qui est aussi animée par LinkUp à 13h30, Laetitia. Ah, 14h30. Qu'à 14h30, donc, où justement cette démarche, puisqu'elle va jusqu'au consommateur, sera exposée par la personne en charge de ce qui est RSE et justement embarquement qui a travaillé avec vous sur cette traçabilité qui implique le consommateur. Moi, j'ai envie de retenir aussi, et vous en parliez à l'instant, la complexité. Et en fait, on a un peu oublié la complexité de ce qui se passe dans la production et dans la transformation agricole. On a consommé pendant des années des produits. Aujourd'hui, je pense qu'il y a cette bascule à la fois chez le consommateur, chez le citoyen, dans son quotidien, quels que soient ses achats, d'avoir envie de comprendre la production et sa complexité qui permet, certes, en cette période d'inflation, ça amène des situations très complexes pour un certain nombre de personnes, mais peut-être de mieux comprendre la valeur qu'il y a derrière le produit qu'on achète, depuis la baguette Louise en passant par son paquet de sucre chez Tereos. Merci de votre attention et à bientôt.
Merci, c'était bien intéressant. C'est un sujet, on pourrait en parler longtemps. Hello. Je suis toujours aussi nulle, je ne sais pas sortir une clé. Là.